Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va consacrer cette édition sur la situation à Gaza, les habitants, comment ils vivent et qu'est-ce qui se passe sur le terrain actuellement. Et pour en parler et en discuter en général, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Catherine Gabel. Vous êtes chercheuse en sciences politiques à la Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par présenter un petit commentaire et puis vous allez commenter. Alors, le 150e convoi de camions chargés d'aide humanitaire, ZLS, qui est entré dans la bande de Gaza à travers le portail secondaire du port terrestre de Rafah. Sur le terrain et dans le secteur de Gaza, les forces de l'occupation israélienne continuent de violer l'accord du cessez-le-feu en reprenant les bombardements aériens et d'artillerie sur plusieurs zones de l'enclave, ainsi que des raids et la démolition de bâtiments résidentiels. Le 105e convoi de camions chargés d'aide humanitaire ZLS est entré dans la bande de Gaza à travers le portail secondaire du port terrestre de Rafah. Ce convoi comprend 5670 tonnes des aides humanitaires globales, parmi lesquelles 2900 tonnes des paniers alimentaires et de farine et près de 1500 tonnes de fournitures de secours et médicales, ainsi que près de 1240 tonnes de matières pétrolières. En raison de la dégradation des conditions météorologiques dans le secteur, le Croissant-Rouge égyptien a intensifié l'acheminement d'aide hivernale essentielle vers Gaza. Ces aides comprennent des milliers de couvertures, de vêtements hivernaux et de tentes pour l'abri des personnes sinistrées, dont le cadre effort égyptien continue à soutenir les frères dans la bande de Gaza. Sur le terrain, les forces de l'occupation israélienne continuent de violer l'accord du cessez-le-feu en reprenant le bombardement aérien et d'artillerie sur plusieurs zones de l'enclave, ainsi que des raids et la démolition de bâtiments résidentiels. Des avions de combat israéliens ont mené une frappe aérienne sur la ville de Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, et une autre à l'est du camp de réfugiés de Marezi. Par ailleurs, des véhicules militaires israéliens ont ouvert le feu à la mitrailleuse à l'est de Deir el-Balah, dans le centre de l'enclave. L'artillerie d'occupation a également bombardé la partie ouest de la ville de Rafah, dans le sud de l'enclave, en concomitance avec des opérations de destruction partielle de bâtiments dans les zones où les forces d'occupation sont déployées à l'est des villes de Gaza et de Rafah, dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Docteur Catherine Gabel, je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques à la Sorbonne. Alors, tout d'abord, comment vous voyez la situation à Gaza actuellement? À mon avis, la situation, et selon aussi les données et les informations qu'on a eues des agences onusiennes et des agences aussi qui œuvrent sur le terrain, la situation est catastrophique et pire même. Pour plusieurs raisons. D'abord, on est arrivé à un point que les morts sont, à cause de la malnutrition aiguë, dépassé les 53 000 personnes. C'est la dernière statistique qu'on a eue. Et après, on a un nouveau problème qui est les intempéries et le climat hivernal qui a rendu la situation très compliquée et très grave pour le moment. Les pluies, les marées, parce qu'on a par exemple la rue Rachid, qui est une rue routière de 26 km, qui abrite plusieurs personnes, plusieurs déplacés, qui habitent dans des tentes qui ne sont pas du tout isolées ou protégées de la pluie et très proches des plages. À cause des marées et des vagues marins, ont causé plusieurs destructions de ces tentes qui sont construites de tissus vraiment légers et fragiles
et très faible pour protéger ces personnes. On a aussi pour le moment le manque d'accès des convois à cause du blocage d'acheminement qui persiste jusqu'à maintenant malgré les tentatives égyptiennes, américaines et même internationales pour débloquer la situation à Gaza après le sommet qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh, le sommet de la paix, et après le sommet aux Nations Unies pour mettre fin à cette guerre et établir le plan de paix de Trump qui est vraiment soutenu par l'Égypte, probablement soutenu. Et donc on est arrivé à ce point-là qu'il y a toujours du blocage, des restrictions arbitraires du côté israélien pour faire passer les aides humanitaires, surtout dans cette période très froide. Nous ici, on souffre du froid. Eux et les pauvres, ils vivent dans des situations vraiment épouvantables, surtout les enfants, et donc la situation s'aggrave. Oui. Surtout qu'ils n'ont pas de toit quand même, la plupart qui vivent dans des tentes, alors qu'ils ne les protègent pas. En tant qu'analyste, alors, à votre avis, pourquoi Israël bloque comment on dit, les camions ou bien les aides humanitaires en général, et en même temps cette situation s'aggrave. Pourquoi de la part d'Israël, à votre avis? Je peux analyser cela par plusieurs aspects. D'abord, on a besoin d'au moins 600 camions pour vraiment couvrir les besoins à Gaza chaque jour. Oui. Ce qui arrive aussi, ceux qui accèdent au territoire gazaoui, c'est beaucoup moins que ça, à cause des restrictions arbitraires d'Israël. D'abord, à mon avis, il y a plusieurs analyses. Il y a aussi le point de vue israélien que je peux aussi présenter. Il y a le point de vue international et surtout arabe et tout. D'après notre point de vue, il y a presque 4 points d'accès vers Gaza. Si on voit sur la carte, il y a 3 points qui sont tous concentrés dans le sud. Par exemple, le Rafah, le point d'accès de Rafah et tout. C'est dans le sud. Il y a uniquement un seul point d'accès qui est basé ou qui est isolé dans le nord de la bande de Gaza. Et c'est vraiment très contrôlé par le côté israélien, surtout militairement. Et cela diminue l'aide. À mon avis, la stratégie israélienne, il s'agit de vraiment concentrer la population vers le sud comme un précurseur, de les faire passer ou de les déplacer de chez eux vers d'autres pays, de les obliger, de les forcer par la force à quitter leur territoire et les passer en Égypte ou dans d'autres pays pour ça. C'est ça, à mon avis, l'analyse objective de la raison israélienne. Elle veut aussi utiliser la famine et la pression. Elle veut mettre la pression sur la population pour qu'elle n'ait aucun autre choix, aucune autre option que de partir de ce territoire pour sauvegarder leur vie, la vie de leurs proches, la vie de leurs enfants et d'avoir leur gain de pain aussi. Et c'est ça, à mon avis, la raison objective de cette stratégie ou ces agissements israéliens. Eux, à leur vie, ils craignent toujours le Hamas. Mais ça n'empêche pas, oui, on est tous d'accord que les actions du Hamas du 7 octobre ont vraiment causé un cauchemar pour les deux parties, soit gazaouis ou soit israéliens. On est d'accord. Mais après, ce désastre qui s'est passé du côté israélien auprès des Palestiniens civils surtout, était vraiment, oui, très choquant pour tout le monde, pour toute la communauté internationale. Et aussi la neutralité, vraiment le Hamas a besoin de se débarrasser de ces armes pour vraiment avancer et pour que le côté israélien n'ait aucune raison dans
dans ces actes exactement auprès des citoyens ou des civils. Oui. Palestiniens. Là, vous avez parlé de forcer les Palestiniens à aller vers le sud pour les obliger d'entrer dans le territoire égyptien et s'installer là-bas pour vider la bande de Gaza. Quelle est la position égyptienne? Que pensez-vous de la position égyptienne? La position égyptienne, à mon avis, c'est légitime parce que ça affecte directement la sécurité nationale égyptienne. Et l'Égypte doit intervenir directement et indirectement, politiquement surtout, dans ce processus de paix pour plusieurs raisons. Ça affecte vraiment la sécurité de l'Égypte et vraiment la cause palestinienne aussi, c'est une cause régionale plutôt et aussi internationale parce que ce qui se passe aussi à Gaza donne raison à d'autres conflits dans le monde de faire la même chose. On peut laisser la Russie faire la même chose en Ukraine, dans la Chine, à Taïwan. Donc c'est vraiment cause internationale et c'est vraiment pour l'Égypte, c'est crucial. La cause aussi palestinienne en général est très importante et nécessaire pour que l'Égypte intervienne politiquement, comme je l'ai dit, et diplomatiquement. L'Égypte récemment a accueilli le sommet de Sharm el-Sheikh pour vraiment établir la paix. Et il y a aussi le plan 30 de 20 points qui est majoritairement effectif si les deux parties respectent ces points-là et avancent avec une bonne volonté dans cette direction. Et l'Égypte aussi par les agences onusiennes et d'après aussi la communauté internationale peut vraiment faire plusieurs choses. Nous trouvons que les Israéliens et le Hamas s'accusent mutuellement que c'est l'autre partie qui ne respecte pas la trêve et ne respecte pas le traité de paix ou bien la situation de paix accordée par la conférence de Sharm el-Sheikh. À votre avis, qui a raison? Cela entrave vraiment le processus de paix pour sauter à la deuxième phase de l'accord pour vraiment établir la paix et de plus réaliser la prospérité pour la bande de Gaza et cette population qui a beaucoup souffert récemment. À mon avis, les deux parties doivent vraiment du côté israélien, il n'y a pas aussi vraiment une conséquence tangible aux actes des responsables actuels israéliens, surtout Netanyahou. Du même côté, le Hamas, mais ils sont décédés, la majorité des responsables du Hamas, ils sont vraiment décédés, mais le Hamas doit vraiment faire de céder tout à l'autorité palestinienne et à la vision internationale dont le sommet de Sharm el-Sheikh a accueilli et a soutenu pour vraiment mettre fin à la souffrance de cette population et vraiment pouvoir vraiment établir ou réaliser le but final, c'est la création de l'État palestinien qui a été soutenu par les Européens. Oui. Et on a eu récemment la reconnaissance de pays vraiment qui ont leur poids international comme la France et l'Angleterre, l'Espagne et tout ça. Et donc, à mon avis, le Hamas doit faire du bien pour la population palestinienne et de céder tout cela parce que les actes du 7 octobre étaient des actes vraiment terroristes et qui sont hors du respect du droit international. Et bien sûr, la réaction israélienne était plus grave. Voilà, exactement. C'était pire. Vous avez parlé de 53 000 morts palestiniens, plus de 53 000 morts palestiniens jusqu'à aujourd'hui, sans compter les blessés. Alors, quelle est la situation des blessés? Où ils sont? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce qu'il y a un système sanitaire qui existe toujours à Gaza? On a aussi plus de 100 000 blessés, des Gazaouis. La majorité sont des enfants. Comme je l'ai dit, 53 000 sont morts à cause de la malnutrition aiguë.
Plus de 9 personnes sur 10 sont déplacées ou sont réfugiées, sont déplacées de chez elles. On a plus de 70% des logements et des bâtiments sont complètement détruits et endommagés. Surtout les hôpitaux et les écoles. Les hôpitaux, on a atteint plus que 53% des hôpitaux ne servent plus. Apparemment, 18 hôpitaux sont hors service, parmi une cinquantaine apparemment. Et aussi les écoles qui abritent pour le moment des réfugiés, au lieu d'accueillir des étudiants et des élèves, on a 501 écoles détruites, dont 95 écoles complètement endommagées et complètement hors service. Donc la situation est très grave et la pire du monde, à mon avis. Et on est arrivé à un point vraiment où la communauté internationale doit intervenir. On a besoin, d'après les agences onusiennes, on a besoin de 200 000 logements préfabriqués qui doivent vraiment accéder au territoire gazaoui dès maintenant ou dès que possible pour vraiment abriter cette population, pour les sauver de ces tentes fragiles, hors de toute protection possible et vraiment mettre fin à ce désastre. Bon, je vais passer à un autre angle de ce sujet. Le président américain Donald Trump a annoncé que la reconstruction de la bande de Gaza débutera prochainement. Il a ajouté que son gouvernement œuvre à accélérer la mise en application de l'accord et à parvenir aux prochaines étapes dans les plus brefs délais. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu en Floride, Trump a affirmé que l'accord de paix vise enfin à arriver à la reconstruction de la bande pour réaliser la stabilité et la sécurité. Le président américain Donald Trump a annoncé que la reconstruction de la bande de Gaza débutera prochainement. Il a ajouté que son gouvernement œuvre à accélérer la mise en application de l'accord et à parvenir aux prochaines étapes dans les plus brefs délais. Lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu en Floride, Trump a affirmé son plein soutien à ce dernier pour arriver à la deuxième phase du plan de paix dans la bande de Gaza. Donald Trump a ajouté que l'accord de paix vise enfin à arriver à la reconstruction de la bande pour réaliser la stabilité et la sécurité. Le président américain a insisté que le désarmement du Hamas, un des points de la deuxième phase du plan pour Gaza, était nécessaire. Il a menacé que s'ils ne se désarment pas et dans un délai relativement court, ils paieront le prix fort. Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré son allié Donald Trump pour des discussions centrées sur l'avenir de la trêve à Gaza, au moment où l'avancée à sa deuxième phase semble dans l'impasse. La trêve à Gaza, prévue par un plan de paix supervisé par Donald Trump, a mis fin en octobre à 2 années de guerre dévastatrice. Israël viole quotidiennement l'accord du cessez-le-feu. Avant d'entamer les tractations sur la deuxième phase, Israël réclame la restitution du corps d'un dernier otage retenu à Gaza. Le Hamas assure ne pas avoir réussi à la localiser jusqu'à présent. Alors, docteur Catherine Gab, je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques à la Sorbonne. Là, le président américain Donald Trump a annoncé que la reconstruction de la bande de Gaza débutera prochainement. Alors, mais premièrement, la deuxième phase de l'accord de paix de Sharm el-Sheikh n'a pas été accomplie, n'a pas débuté même. Déjà, c'est quoi la deuxième phase pour expliquer aux téléspectateurs ? La deuxième phase consiste au retrait israélien militairement, progressif à un point où il est sorti, il l'appelle la ligne rouge, parce que d'après cet accord, ils ont fait la ligne jaune, la ligne rouge, la ligne bleue du retrait militaire des forces israéliennes. Une sorte de démarcation pour... Démarcation, tout à fait.
Et en contrepartie, le Hamas doit céder ses armes, neutraliser ses armes. Donc on a une persistance des deux côtés à ne pas faire le travail. Et les deux persistent pour la raison, parce que c'est lui qui n'a pas effectué ce qu'il doit faire d'abord, et on comprend bien ce qui se passe. Donc le retrait militaire d'Israël doit se rendre au point rouge, qui est la deuxième phase. Qui est au nord. Si je vers le nord, oui, tout à fait. Et le plan Trump, il consiste à ce qu'on peut appeler en anglais Peace, then Prosperity. Donc la paix avant la prospérité. Donc pour faire la reconstruction et vraiment transformer Gaza, il faut avoir la paix. Et pour le moment, la paix n'est pas établie parce qu'on ne respecte pas déjà la trêve. Et après, il n'y a pas l'accomplissement des points de la première phase et de la deuxième phase. On a un Netanyahu qui est aux États-Unis, qui négocie avec Donald Trump. On a la pression arabe musulmane de notre part sur les puissances internationales, pas sur les agences aussi, surtout aussi sur la communauté internationale pour intervenir ou faire quelque chose. Et je souhaite qu'on aura dans les jours prochains vraiment des procédures tangibles pour aller plus loin dans la deuxième phase. Là, la deuxième phase consiste aussi au désarmement complet du groupe Hamas, et en même temps qu'il y a une force internationale, surtout régionale, qui va remplacer les forces de sécurité à Gaza. Alors, où on est? Franchement, les informations autour de ça sont très peu pour le moment. Tout à fait. Oui, on n'a pas des informations assez pour vraiment savoir où on est. À mon avis, il y a aussi des négociations, parce qu'il y en a certains pays ou certaines puissances qui sont peut-être gênés par cela ou qui doivent avoir des garanties auprès de cela, parce qu'on a vu même les déclarations de Trump, par exemple, que la Turquie peut mettre des participer ou mettre des forces sur place pour garantir cette paix parmi une force internationale. Je trouve qu'il y aura aussi d'autres pays qui veulent intervenir. Et d'après mon point de vue, ce sont les pays moyens, qui ont un poids moyen sur le plan international comme l'Égypte, qui doivent vraiment avoir ou devenir le garant de l'établissement de cela. Parce que vous voulez dire de moyens? À mon avis, les grandes puissances, ce sont eux qui vont se charger, ou les forces qui ont les moyens financiers et tout cela. Par exemple, les pays régionaux comme le Golfe et les États-Unis, on a ça, des puissances financières et politiques aussi, qui vont vraiment intervenir pour réaliser la difficile équation qui est économie mais aussi humanitaire. Il faut des garants. Et pour garantir cela, il faut des forces, à mon avis, de moyens, comme l'Égypte, la Turquie peut-être, et d'autres qui peuvent vraiment vérifier ou garantir ce dilemme ou cette équation. Parce que l'économie et l'investissement réaliser la prospérité, c'est très important, c'est humain, on est d'accord. Mais après, ça ne doit pas être au détriment de cette population qui a beaucoup souffert récemment. Et donc, pour arriver à cette équation, il doit avoir des garants, des puissances fortes qui sont capables vraiment d'investir, de mettre du fonds. Et de l'autre côté, il faut le côté humanitaire, de garantir aux agences internationales qui défendent les droits des hommes et qui sont partiales, qui sont objectifs plutôt, et aussi des puissances moyennes qui peuvent vraiment garantir la réalisation de ces deux côtés, de ces deux stratégies. Oui, voilà. Mais est-ce que, à votre avis, en tant qu'analyste, en tant qu'observatrice, est-ce que le Hamas va permettre ou bien va céder et se désarmer, laisser les armes pour être remplacé par d'autres puissances, même de la région ou bien autres?
À mon avis, ils doivent céder d'abord à une autre puissance légitime palestinienne, avant aussi que ce soit une autre autorité internationale qui va garantir cela ou surveiller la puissance. On a parlé d'un gouvernement de technocrates palestiniens. Ça, c'est à mon avis, c'est une le nécessité. problème de la Palestine depuis des dizaines d'années. Alors, le Hamas est là, l'autorité palestinienne veut des élections sur place à Gaza, le Hamas se refuse. Alors, qu'est-ce qui va faire pression sur Hamas pour qu'il cède? On voit que c'est pas négociable pour Donald Trump, c'est clairement. Ah, et qu'il a menacé directement qu'ils vont subir cela militairement et par la force. Il a dit cela à plusieurs reprises et hier. Et ça, ce qu'on ne souhaite pas pour la population. Mais il a vraiment menacé directement, il ne rigole pas à propos de ce sujet, qu'il y aura vraiment et qu'il laissera la main à Israël d'intervenir contre le Hamas. Et donc, oui, il faut une garantie qu'une autre partie aussi palestinienne, qu'un côté palestinien légitime, qui appartient à l'État, parce qu'ils souhaitent créer l'État palestinien, donc ils doivent se comporter comme l'État-nation qu'on voit sur la terre entière. Dans le monde, oui. Un État-nation qui a et tout cela, et un gouvernement de technocrates, c'est une bonne idée. Et ils doivent céder cela à une force légitime qui n'utilise pas la force d'une manière guérilla ou quoi. Qu'est-ce qui entrave cette situation? C'est-à-dire, on sait que la première phase, c'est bon. On a respecté les deux côtés, même s'il y a de part et d'autre des conflits ou bien un attentat de part et d'autre. Pourquoi on n'a pas commencé la deuxième phase? Qu'est-ce qui entrave? Ce qui entrave la deuxième phase, comme on a discuté tout à l'heure, c'est parce que les deux côtés. Les deux côtés qui sont vraiment les problèmes, soit le régime en Israël, soit le Hamas qui gouverne toujours la bande de Gaza, ce sont les deux problèmes. Brefement, ce sont les régimes actuels, ce sont la cause et la raison de cette souffrance. Qui va céder un peu, qui va faire des récompenses et tout cela, on ne sait pas. On verra. Alors, dans un contexte international en pleine recomposition, la reconstruction de Gaza s'impose comme un enjeu indissociable de l'avenir de la cause palestinienne, alors que les acteurs régionaux et internationaux réaffirment la nécessité d'un horizon politique fondé sur le droit international et la solution des deux États. Dans un contexte international marqué par de profondes recompositions géopolitiques, la question de la reconstruction de Gaza et l'avenir de la cause palestinienne occupe une place centrale dans les priorités diplomatiques régionales et internationales. L'Égypte a réaffirmé à plusieurs reprises que la reconstruction ne saurait être dissociée d'un horizon politique clair, fondé sur la solution de deux États et l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Le Caire insiste sur le fait que toute approche exclusivement humanitaire ou sécuritaire resterait insuffisante pour garantir une stabilité durable. Dans ce cadre, les autorités égyptiennes soulignent l'importance d'un cessez-le-feu durable, de la protection des civils et du respect du droit international humanitaire, tout en appelant à une mobilisation internationale coordonnée pour la reconstruction sous leadership palestinien et son déplacement forcé des populations. De son côté, la Ligue des États arabes soutient une vision commune liant reconstruction, relance économique et reprise d'un processus politique crédible, rejetant toute tentative de modification démographique ou territoriale imposée. Sur le plan international, les Nations Unies rappellent que la reconstruction doit s'inscrire dans un cadre global du règlement du conflit, fondé sur les résolutions internationales pertinentes, tout en garantissant un accès humanitaire complet et durable. Dans un environnement international en mutation, marqué par des crises multiples et une redéfinition des priorités stratégiques, la cause palestinienne demeure ainsi étroitement liée à la capacité de la communauté internationale à dépasser la gestion de crise pour s'engager vers une solution politique juste et durable.
Alors, la reconstruction de Gaza s'impose comme un enjeu indissociable de l'avenir de la cause palestinienne. En général, la cause palestinienne, la solution de la cause palestinienne, c'est la solution de à deux États. Alors, est-ce qu'on est sur le chemin d'aller pour réclamer ou bien reconnaître un État palestinien? On a actuellement une majorité d'États membres des Nations Unies qui reconnaissent... Majorité? Oui, ils ont dépassé quand même un nombre, je ne me rappelle pas, c'est plus de 140 pays qui reconnaissent la Palestine. Et on a des pays qui ont du poids aussi, comme la France, on a dit, beaucoup de pays à l'Union européenne qui ont reconnu l'État palestinien. Il y a des aspects pour qu'un État s'établisse, comme on a dit, l'État-nation. Il faut une nation, il y en a, il faut des frontières, ne sont pas définies pour le moment, ils doivent être vraiment définis, et d'un gouvernement qui représente ce peuple. Le conflit entre les Palestiniens eux-mêmes aussi, c'est un problème et c'est un entrave pour le processus de la paix et pour la création de l'État palestinien. Et ça, à mon avis, ça doit être résolu avant même de négocier un avenir pour Gaza avec d'autres parties dans le monde ou d'autres pays. Et le conflit intérieur en Palestine, c'est ça le problème. Et le Hamas a un rôle ou joue un rôle majeur dans ça, dans cela, s'il cède aux armes au profit d'une autorité qui est établie maintenant en Cisjordanie ou quoi, l'autorité palestinienne. Cela aussi, à mon avis, peut avancer les choses. Et donc, il faut vraiment établir les aspects ou les fondements de l'État-nation pour qu'un État peut être revendiqué mondialement. Le rôle de la grande puissance mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, pour arriver ou bien aboutir à ce stade? Les États-Unis, ils ont un rôle crucial dans tout ce qui se passe parce qu'ils sont les alliés, ce sont eux qui protègent Israël aussi, même devant les cours internationales comme la Cour pénale internationale, la Cour internationale de la justice, tout cela. Et donc ce sont les alliés numéro 1 d'Israël, mais quand même ils ont une bonne attente avec les gouvernements arabes, surtout avec l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'entend très bien avec le président Donald Trump, et aussi les autres pays arabes qui exercent des pressions sur les États-Unis et sur d'autres pays pour vraiment mettre fin à cette guerre. Et donc les États-Unis jouent un rôle crucial pour mettre fin à la guerre, pour la reconstruction de la bande de Gaza. Et donc il faut vraiment compter sur les deux côtés des États-Unis. Le côté qui est vraiment défenseur des droits de l'homme international qui recule malheureusement récemment. Il faut vraiment croire à ce rôle que les États-Unis ont joué dans certaines phases de l'histoire. Et sur l'autre rôle qui est vraiment d'intervenir dans les autres pays, je ne veux pas appeler cela impérialisme ou quoi, mais il doit être de vraiment intervenir et de reconstruire Gaza et relancer l'économie là-bas dans le bien de cette population. Je vous remercie beaucoup, docteur Catherine Gueb. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques à la Sorbonne pour ces éclaircissements et ces explications concernant la situation à Gaza et la situation surtout des habitants et le futur de cette région. Je vous remercie. Merci à vous. C'est la fin de notre émission. Très très bonne soirée. Au revoir.